Bonjour à tous, merci à vous d'être présents avec nous de nouveau cette année. Je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va s'épargner votre présentation et vos introductions. Vous êtes quand même un peu connus comme le loup blanc chacun ici dans le marché. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on réagisse aux propos de Madame la Ministre en s'intéressant en fait dans cette table ronde à deux sujets. D'abord, décrypter l'impact des mesures gouvernementales qui ont été mises en place sur les 6 mois écoulés. On verra qu'il y a quand même un fort consensus sur le fait que ces mesures étaient efficaces et rapidement déployées. Et puis l'objectif, c'est aussi bien sûr de prendre la température du marché aujourd'hui. Elle l'a dit, Madame la Ministre, tout le monde le sait, la vraie vague de défaillance n'a pas encore déferlé. Donc on parlera dans le cadre de cette table ronde des mesures de prévention, des remboursements des PGE, de l'assurance crédit et puis plus largement de qu'est-ce qui pourrait se passer une fois que ceinture, bretelles et parachutes qui sont autour de nous depuis 6 mois seront peut-être arrêtés. Alors on va donc commencer de manière séquentielle par regarder un peu dans le rétroviseur. Benoît, je me propose qu'on fasse cet exercice avec vous. Consensus sur l'intérêt, la rapidité, l'amplitude des mesures qui ont été mises. Pas de vague de défaillance, entreprise sous anesthésie. Est-ce que ça correspond, Benoît, aux sentiments et aux chiffres qui ressortent de l'observatoire de la Banque Thémis? Alors, ça marche ou pas? Oui. Ouais. Donc, quelques chiffres depuis le mois d'avril. J'ai pris volontairement comme référence avril à août 2019 et avril à août 2020. Donc, pour les entreprises supérieures à 1 million d'euros, il y avait 572 défaillances entre avril 2019 et août 2019. Il y en a 351 entre avril 2020 et août 2020, c'est-à-dire une baisse de 40% des défaillances d'entreprises. À côté de ça, on a une augmentation qui continue sur les défaillances des entreprises supérieures à 20 millions d'euros, puisqu'il y a 38 dossiers cette année, entre avril et août, contre 31 l'année dernière. Donc moi, ce que je constate, c'est que toutes les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les entreprises n'aient pas forcément besoin d'aller au tribunal jusqu'au 24 août, puisqu'il y avait une latence sur les dépôts de bilan depuis le 16 mars. Cela a plutôt permis aux entreprises de ne pas aller voir le tribunal. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce qu'on va se retrouver avec une vague qui va arriver et les tribunaux n'auront pas forcément la capacité de suivre. Par contre, les gros dossiers, c'est des dossiers qui étaient connus, qui étaient anciens, qui n'ont pas réussi souvent à lever le PGE, et en n'arrivant pas à lever un PGE, ont été obligés d'aller en redressement judiciaire. Ce qu'on constate, c'est que ces dossiers-là, qui ont fait la une de la presse, ont une sortie très rapide, c'est-à-dire qu'ils étaient sans doute bien préparés et que les plans de cession ont été faits rapidement. Donc voilà moi ce que je constate depuis le début de l'année. Et donc merci beaucoup pour ce panorama, Benoît. Donc on voit bien effectivement pas d'aggravation, pas d'augmentation de ce nombre de défaillances, mais la ministre nous dit en fait on a déjà au moment où on se parle une forte aggravation des indicateurs. Est-ce que vous aussi sur le terrain il y a ces espèces de signaux faibles et de signaux alarmants qui vous font dire que les choses vont se corser dans les mois à venir? Je ne sais pas répondre à cette question. Quand je pose la question autour de moi, quand je demande aux administrateurs judiciaires, quand on voit les rôles des tribunaux de commerce, aujourd'hui, ils sont relativement plats, il n'y a pas grand-chose. Donc, à quel moment tout ça va démarrer? Moi, je ne suis pas devin. Ce que je dis juste, c'est que 24 août plus 45 jours, ça fait quelque part début octobre. 7 octobre, c'est le... Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passera après le 7 octobre? Je ne sais pas. Sur les petites entreprises, je ne sais pas. Mais toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement ont mis en place un cash étonnant au niveau des entreprises et je ne suis pas sûr que toutes les entreprises aient conscience de la difficulté dans laquelle elles sont ou dans la difficulté dans laquelle elles vont être demain. Bien, alors on continuera dans la deuxième partie de cette table ronde à explorer ce qui va se passer, ce qu'on anticipe des tendances dans les mois à venir. Virginie, on revient sur ce sujet des mesures. En tant que présidente de l'ARE, alors on ne va pas détailler l'ensemble évidemment du dispositif gouvernemental, mais est-ce que vous avez le sentiment que ce dispositif, il a répondu à ce que vos membres attendaient, à ce que la profession du retournement attendait?
Alors oui, ce dispositif a répondu. Nous étions évidemment tous très inquiets. Nous avons eu des petits flottements au démarrage et notamment sur la possibilité pour les tribunaux de commerce de continuer à exercer sur le plan des procédures collectives. Nous avons eu peur que les affaires urgentes qui étaient visées par la chancellerie comme devant continuer à être traitées n'intègrent pas les procédures collectives et les mesures de prévention. Ça a été réglé. Donc sur cet aspect-là, oui, le package économique, je n'y reviendrai pas évidemment, qui a été très complet. Maintenant, on amorce une deuxième phase, qui est la phase que craignent les tribunaux de commerce et notamment la conférence générale. On voit que la coordination est parfaite entre les services publics au sein évidemment de Bercy et maintenant la chancellerie. Le nouveau garde des Sceaux a pris ce sujet très à cœur, on l'a vu, il a fait des déclarations, et va s'amorcer pour moi une deuxième phase qui est une phase de coordination entre les juridictions consulaires et la chancellerie et Bercy, et notamment au travers de signaux faibles. La seule question, ça va être évidemment la confidentialité, parce que les chefs d'entreprise qui ont peur des tribunaux ne doivent pas se sentir mis en danger par cette détection qui les mettrait entre les mains des tribunaux qu'ils craignent. Donc il faut garder la confidentialité et nous avons un rôle, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à ne pas hésiter à faire des recommandations. On voit que la ministre a terminé son allocution du démarrage comme ça. Il faut le faire, on a changé de paradigme, les services publics sont à l'écoute, les services publics communiquent sur toutes les mesures qui sont envisagées. Donc n'hésitez pas à remonter les informations en vous adressant soit aux associations, soit aux services publics directement. Merci beaucoup Virginie. Donc l'appel est lancé, on verra si vous avez beaucoup de poissons qui remontent à votre pêche. Laurent, j'attends peut-être un petit peu de vous des éléments peut-être de réserve ou de limite sur ce dispositif au-delà du plébiscite et du consensus sur les mesures, sur l'adaptation de la législation. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a des petites choses qu'on coincé dans ce qui a été mis en place les 6 derniers mois? Votre micro est ouvert normalement. Allez-y, faites voir. J'ai pas l'impression. Si, c'est bon? Ok. Non, d'abord, sur la mobilisation, et pour revenir juste un peu en arrière, c'est clair que la mobilisation du gouvernement, elle a été rapide, efficace, et là où on l'attendait. Donc les pouvoirs publics ont été au rendez-vous. Le CIRI, effectivement, fait un travail considérable pendant cette période. Donc du côté des pouvoirs publics, on était au rendez-vous, y compris au niveau réglementation, parce que quand même, ils ont sorti dès le 27 mars des règles qui adaptaient le droit des procédures collectives, alors que d'habitude, on met très longtemps quand même à adapter ce genre de réglementation. Là, ils ont été extrêmement vite. Après, au-delà, c'est tous les professionnels, effectivement, qui se sont mobilisés de façon importante, et on peut le saluer. Les initiatives comme, par exemple, SOS Entreprise Coronavirus, de l'ARE, de la JR, etc., ça a été extrêmement efficace. Pourquoi? Parce qu'avec cette masse de réglementation, il fallait qu'on en prenne connaissance rapidement, et ils nous ont considérablement facilité la tâche. Donc tous les acteurs se sont mobilisés. Chapeau aussi au tribunal de commerce, et d'ailleurs aux tribunaux de commerce, parce que en plein confinement, ils étaient au rendez-vous pour les procédures amiables et pour les procédures judiciaires. On a quand même sorti beaucoup de dossiers en plein confinement. Pour les publics et qui me concernent, on a sorti Compobé, on a sorti COP de Normandie, on a sorti Prestalis, et Cédric pourra en parler, en plein confinement. Alors vous imaginez le dirigeant d'abord de Prestalis, dans quel état, ce qu'il a dû gérer, Cédric Dugardin, pendant tout le confinement avec le principe de continuité de la presse, etc. Mais toute la procédure, le CIRI a fait un travail considérable parce que c'était évidemment un dossier interministériel et toute la procédure a été gérée pendant le confinement. C'est-à-dire qu'à la fois l'entrée en RJ, la sortie en plan de session, le tribunal de commerce a quand même été d'une efficacité redoutable. Après, les deux réserves moi, que j'ai, c'est d'abord sur le PGE. Parce que je suis désolé, mais le compte n'y est pas.
D'ailleurs, 123 millions annoncés par la ministre. Milliards, pardon. Non, oui. Oui, 123 milliards sur les 300 milliards. Non, déjà, que le compte déjà ça ne me paraît pas beaucoup. Alors. Mais 123 milliards sur les 300 milliards attendus, bah, on voit bien déjà le sujet. Et je suis désolé, mais la façon dont les banques ont traité le sujet pour certaines, et dans certains dossiers, ce n'était pas à la hauteur du rendez-vous. On est retombé dans des vieux réflexes, dans des demandes aux actionnaires. Il y a quand même des dossiers où on a été obligé d'aller en conciliation pour pouvoir obtenir le PGE. Et donc le compte n'y est pas, et aujourd'hui on se retrouve avec des ETI extrêmement importantes qui n'ont pas le PGE. On y reviendra, mais ça c'est quand même un sujet. Peut-être juste, Laurent, sur cet aspect-là, la ministre nous dit le taux de refus il est inférieur à 3%. Donc est-ce que c'est parce qu'en fait les entreprises n'ont pas demandé en se disant ça va être une usine à gaz à mettre en place? 123 versus 300, c'est bien qu'il y ait un sujet. Et c'est bien que la mesure, dans son ampleur, dans son urgence, qui devait quand même permettre de sortir de cette crise de liquidité, elle l'a permis pour beaucoup d'entreprises, mais pas suffisamment. Et encore une fois, on se retrouve avec beaucoup de dossiers, avec des ETI aujourd'hui, avec beaucoup d'emplois à la clé, où on n'a pas les PGE. Et ça, c'est une réalité. Et donc, on attend beaucoup de la deuxième mesure dont elle a parlé, qui est la dotation du FDES, effectivement, puisqu'on est passé de 75 millions à 1 milliard. Ben pour ces ETI-là, je n'ai pas de visibilité sur l'utilisation du FDES, mais c'est ce qu'on attend. On attend une mobilisation du FDES là-dessus. Alors, sachant qu'il faut quand même respecter les règles du FDES. Donc bien sûr, le FDES, c'est subsidiaire, c'est après avoir cherché toute solution privée. Ce qui peut expliquer pourquoi il y a une espèce d'effet de décalage là, voilà, dans le déploiement. Exactement. Oui. Et bien sûr, les efforts doivent être partagés, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui peut tout seul, etc. Mais on n'est pas très rassuré quand même là-dessus, parce que autant les PME, etc., on a trouvé un système alternatif, autant les ETI, elles ne sont pas éligibles à ce système alternatif, et donc ce n'est pas le cas. Donc voilà pour le constat aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent. Thierry, on poursuit ce tour de table avec vous. Est-ce que vous voulez peut-être partager avec nous, pour qu'on avance sur l'histoire des mesures, les signaux d'alerte que vous voyez éventuellement dans le marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous remonte du terrain? Qu'est-ce que vous sentez? D'abord, je voudrais juste répondre à une chose, à Laurent. Je suis d'accord avec toi globalement, mais on ne peut pas reprocher à l'État qu'un certain nombre assez important d'entreprises éligibles au PGE n'y soient pas allées de leur propre chef. Le rôle de l'État, on l'a tous salué, tu l'as dit aussi au démarrage, a été de réagir à une vitesse qu'on n'avait jamais vue, en se dotant, et en nous dotant d'un arsenal qu'on n'avait jamais vu. Il y a des gens qui n'y sont pas allés. Alors effectivement, aujourd'hui, peut-être que certains se disent « Oups, j'aurais dû y aller ». Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je connais quand même beaucoup de clients qui n'ont pas voulu, et pas pour des raisons de non-éligibilité, pour des raisons de « je ne veux pas parce que X et Y raison ». Sinon, effectivement, le résultat brut du PGE aujourd'hui est plutôt un succès, dans la mesure où le but du jeu était de repousser les défaillances, et effectivement, les chiffres de Benoît le disent. On a un calme plat total, je le regrette profondément, on a un calme plat total sur les défaillances de l'entreprise. Les chiffres sont là. Et celles alors vous me direz, oui, mais il y a des grands dossiers qui sont sur la place. T'en citer un à l'instant, on peut parler aussi de courte paille, de Camailleux, etc. Mais le but du jeu, s'il y a eu des critères de non-éligibilité, c'est parce qu'il y avait bien certains dossiers que l'État a voulu traiter tout de suite, parce que de toute façon, ça fait 10 ans qu'ils encombrent les tribunaux. Et puis ça allait continuer vers le mois de janvier-février. S'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas travaillé pour Camailleux ou pour Courtepaille sur les 10 dernières années, qui lève la main, il a un problème de positionnement. C'est des dossiers que l'on voit en permanence. Donc c'était quand même aussi le but du jeu, donc je suis beaucoup moins critique. C'est pas sur l'État, hein, c'est sur les banques. C'est sur les banques, d'accord. Alors dans les signaux d'alerte, il y en a un qui m'a apparu dès juillet, je pensais que ça se résoudrait à la rentrée, c'est l'état des carnets de commandes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les chiffres du mois de juillet en termes de reprise de la production sont assez bons. Moi, tous mes clients fonds me disaient mes participations produisent, c'est des backlogs que l'on avait au mois de février, mars et qu'on a repoussés, mais le carnet ne se reconstitue pas. On va voir à la rentrée. Bon, on voit à la rentrée en ce moment, les backlogs ne se reconstituent pas, les carnets de commandes ne se constituent pas. Et moi, sur le panorama de toutes les sociétés que l'on voit, on travaille sur tous les secteurs, toutes les boîtes, toutes les géographies chez Valtus, je m'aperçois qu'il y a deux familles. Il y a ceux qui, pour moi, font de la
de la production récurrente, l'alimentaire, les produits de grande consommation, les services dès lors qu'ils ne sont pas dans le tourisme, le transport, etc. Où là, on a grosso modo, voire plus de production, voire à peu près autant qu'avant. Et ça tient bien. Et puis, il y a tout ce qui relève de l'équipement. Alors que ce soit l'équipement de la personne ou l'équipement des usines. Machines-outils, pièces, machines spéciales, etc. Et là, on est dans un univers qui est, je ne vois rien pour demain. Donc, non seulement je ne m'équipe pas en bien nouveau, en bien futur, mais je ne renouvelle pas non plus mon parc, qui va vieillir, qui va créer des problèmes, non pas pour janvier, mais pour 2022. Et en attendant, les fournisseurs ne signent pas, ne produisent pas, et se retrouvent avec des carnets vides, et sont en train d'arrêter la production, parce que leurs ouvriers, qui ne sont pas plus bêtes que les autres, ils voient bien que les OF ne sont pas là pour le mois prochain, donc ils commencent à travailler plus lentement quand même. C'est fou comme les boulons se serrent plus lentement en ce moment pour faire tenir. Et ça me fait très peur. Et ça, je pense que ce n'était pas prévu. Et juste pour rebondir sur la dernière partie de ce que vous disiez, Thierry, sur l'aspect équipement, notamment équipement des usines, et je dirais peut-être plus largement si on parlait investissement, et là la question s'adresse à vous, mais aussi à Benoît, et puis après on va passer la parole à Cédric bien sûr. Est-ce que vous pensez que ces investissements ne se font pas parce que les banques ne sont pas prêtes aujourd'hui à se dire on va libérer des crédits d'investissement et financer les capex pour les entreprises? Je pense qu'aucun entrepreneur n'investit, ne va demander à sa banque s'il n'a pas un petit minimum de visibilité. Aujourd'hui, c'est ce minimum de visibilité que nous n'avons pas. Il n'y a aucun ici qui est capable de me dire quel sera son chiffre d'affaires dans 6 mois, mais c'est pareil pour les entrepreneurs. Un entrepreneur qui n'a pas de visibilité n'investit pas, et c'est bien qu'il n'investisse pas dans ces cas-là, parce qu'il se crée un problème de manière volontaire. Mais je pense que c'est ça le vrai problème. Je ne pense pas que ce soit les banques qui les refusent pour le moment. En tout cas, pour le moment, il y a moins de demandes que de refus, à mes yeux. Benoît ? Contrairement à ce que tu me disais tout à l'heure, Laurent. Benoît, Mais votre sentiment, vous, sur la présence des banques là, et l'accompagnement sur ces sujets plus de développement, on va dire, et d'investissement? C'est la première fois depuis longtemps que j'ai 2-3 personnes qui viennent me voir en me disant j'ai eu mes PGE, c'était super. Au moment où je devais avoir mon PGE, les banques étaient là. Et là, j'ai un crédit d'investissement qui économiquement est démontré, qui ne m'engendre pas de coûts supplémentaires. Et la banque m'explique qu'elle ne veut pas suivre. Donc je pense qu'on commence à être au moment de notre rupture, où les banques ont délivré beaucoup de PGE, savent très bien que l'endettement des entreprises est très fort. Et quand les entreprises reviennent pour demander un nouveau prêt, ça tique un peu. Je n'ai pas dit que c'était une tendance de fond, j'ai dit que c'est un signal d'alerte. Bien, merci beaucoup. Alors Thierry, Cédric, on va prendre le temps avec vous de faire un peu le wrap-up de cette première partie, de recueillir votre sentiment, votre point de vue sur ce qui a été dit jusqu'à présent, vos points de désaccord, des éléments additionnels que vous voudrez rajouter. Qu'est-ce que vous inspire à la fois ce qu'a dit la ministre et vos comparses? Non, mais la ministre a raison, en fait, on l'a bien vu en permanence avec le CIRI et la DIR dès le début, en fait, même quand ils ont vu les choses arriver, même avant le 17 mars, ils avaient déjà commencé à anticiper sur les mesures à prendre. Les mesures, tout le monde l'a dit, et nous sommes parfaitement d'accord chez Hite Advisory et à l'ARE, la réaction a été incroyable. Il y a juste une chose sur les banques ne sont pas là pour perdre de l'argent et mettre à risque tout leur bilan. Elles regardent quand même, et ce que l'on peut observer, ce que je peux rajouter, c'est qu'elles sont venues apporter des PGE quand ça leur semblait raisonnable pour en partie défendre les positions qu'elles avaient dans les pools bancaires et leurs anciens crédits. Ça, c'est un premier point. Et on les comprend bien. Maintenant, les banques aussi ont fait preuve de beaucoup de discernement, et plus le temps passe, plus elles font preuve de discernement, parce qu'elles cherchent à savoir si les besoins en cash qui sont demandés, je ne parle pas de l'investissement, j'en parlerai derrière, c'est fait pour venir réellement suppléer les besoins de trésorerie et non pas un investissement pour passer en cash dû à l'effet PGE, à l'effet Covid, ou est-ce que c'est pour combler des difficultés qui étaient déjà présentes avant la crise du Covid-19? Et elles ne sont pas là pour traiter les deux. Donc elles font preuve de plus en plus de discernement pour savoir est-ce que c'est dû à l'effet Covid ou est-ce que c'est dû aux crises, à des problèmes structurels ou conjoncturels des entreprises précédents. Maintenant, il y a peut-être une chose à faire, et on y viendra derrière dans la deuxième partie de la table ronde, mais il y a une chose qui est très claire, c'est que nous avons vu tous les dossiers des sociétés qui étaient lourdement malades avant la crise Covid-19. Pourquoi? Parce que le cash qui a été injecté permet à toutes les entreprises, PME, TPE, TPI et plus large, grâce au cash injecté
grâce au passif fiscal et social, grâce au chômage partiel et grâce aux prêts à tout et PGE, ont permis aux entreprises de passer. Donc ce qui va se passer maintenant, tu l'as dit, donc avec le report sur les déclarations de cessation des paiements et puis sur les dépôts de bilan, etc., ça a décalé dans le temps. Fort heureusement, comme il y a eu beaucoup d'argent, il y aura probablement une vague, peut-être au tout début, et après les effets vont être lissés dans le temps. Donc ce qui est très bien, c'est que d'abord les tribunaux de commerce, il faut le reconnaître, qui sont des juges consulaires bénévoles, se sont mobilisés pendant la crise comme personne. Enfin, on a tous tenu énormément d'audiences sur Tixéo, pas pour faire la pub pour Tixéo, mais ils ont eu l'intelligence de choisir un prestataire de service pour l'ensemble des tribunaux de commerce, ce qui fait que très vite on s'est rodé, très vite ça a été d'une efficacité folle, et en plus c'était des juges bénévoles. Donc c'est quand même assez incroyable de voir que j'attaque pas du tout les professionnels, mais de voir que des bénévoles se sont, avec un peu leurs moyens très limités, se sont mobilisés très très vite. Donc je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a juste une chose, c'est qu'il faut bien avoir en tête, et vous avez commencé à l'aborder, le cash qui a été mis en place, il a été mis pour permettre de passer temporairement en cash. Ce n'est pas du cash qui a été mis pour investir. Donc ce n'est pas du cash qui est là pour produire des effets futurs. Donc on a des entreprises qui sont surendettées, qui vont avoir du mal, et on va y venir derrière, à rembourser ces PGE, puisque si vous regardez bien en moyenne sur l'ensemble des entreprises, il va falloir qu'elles augmentent significativement leur rentabilité pour être capables de payer leurs anciens crédits, leurs anciens emprunts, plus tout ce qu'elles ont amassé, PGE, passif fiscal et social, etc. Et donc ce qu'on risque de voir, c'est dans le futur, si elles ne sont pas aidées, on y viendra derrière, par d'autres sources de financement, et si on n'est pas capable de bien réétaler, on risque d'avoir une vague au lieu d'avoir des difficultés dans le temps qui seront traitées dans le temps. Et dernière chose, malheureusement, lorsqu'on a des crises, eh ben, ça renforce tous les acteurs qui sont forts sur leur métier et qui sont dans une bonne dynamique. Et tous ceux qui étaient un petit peu malades, voire assez malades, ça provoque les difficultés, et malheureusement, ça va provoquer le traitement de ces sociétés en difficulté. Merci beaucoup Cédric. Je voulais juste réagir sur ce que vous avez dit sur les PGE, et puis je proposerai aux autres membres du panel de faire de même. Vous avez dit les banques, en accordant des PGE, ont d'une certaine manière cherché à défendre les positions qu'elles avaient dans les pools bancaires. La question du coup induite derrière, c'est les entreprises, et notamment les grosses PME, ETI, et surtout les ETI, qui n'avaient pas nécessairement de banque ou de relations fortes avec des banques historiquement, parce qu'elles avaient des financements type fonds de dette privée, autre type de financement en tout cas qu'un partenaire bancaire traditionnel. Est-ce que ces entreprises-là, ce sont elles qui n'ont pas pu décrocher des PGE? Vous avez parfaitement raison. On a un cas, parce qu'on est de Corsair, qui est un cas pur Covid, puisque ça a démarré dès qu'il y a eu le confinement et les interdictions de voler et la fermeture d'Orly. Corsair n'était que sur Orly. Société avec des actionnaires qui souhaitaient sortir, pas d'endettement et de l'EBITDA cash. Pas de banque. On n'a pas trouvé de banque. Donc aujourd'hui, la solution pour sauver Corsair, c'est l'État et quelques investisseurs privés qui se disent dans les années à venir, on a besoin d'un outil comme Corsair sur nos destinations. Et donc actuellement, on est en train d'essayer d'établir une solution, on pense y arriver, où l'État va considérablement aider avec des investisseurs privés pour sortir. Il n'y avait pas de... Et quand on discutait avec les banquiers nous disaient, mais écoutez... quel est mon intérêt de venir aider Corsair? Je vais prendre un niveau de risque qui est colossal et je n'ai aucune relation bancaire. Donc on a des banquiers qui ont été... Alors ça passe peut-être pas dans les refus, parce que je pense que dernier point sur les refus qu'a cité 3% Agnès Pannier-Runacher, c'est par rapport à des dossiers qui ont été ouverts. Mais il y a beaucoup de dossiers qu'on peut pas quantifier, qui sont pour nous extrêmement nombreux, de banques qui ont dit, même avant d'ouvrir un dossier, arrêtez, nous ne viendrons pas. Et ça, elle ne peut pas en mesurer le pourcentage. Bien sûr. J'ai vu Laurent et Thierry opiner du chef quand vous avez parlé de ce point sur notamment les ETI et le cas Corsair que vous citez, qui n'avait pas de relation bancaire. Est-ce que vous voulez compléter, Laurent? Ou sur un autre aspect d'ailleurs que Cédric a évoqué. C'est la bonne transition avec la situation qu'on traite aujourd'hui. C'est qu'effectivement, c'est bien ces dossiers-là, ces ETI qui n'ont pas eu leur PGE, qu'on traite aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la plupart de la communication des tribunaux de commerce, c'est de dire on ne voit pas trop
les gens venir nous voir, etc. Bon, quand même, la réalité, c'est qu'il y a 53 entreprises de plus de 100 salariés qui ont fait l'objet d'un redressement judiciaire et qui sont des redressements judiciaires encore en cours. Hein. Donc c'est quand même beaucoup, c'est plus de 15,7% par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est quand même un signal. Deuxièmement, les mêmes tribunaux de commerce nous disent qu'il y a quand même une augmentation significative du nombre de liquidations sèches. D'accord ? Donc voilà, on est quand même très actif aujourd'hui. Donc il y a ces ETI sans PGE, il y a d'ailleurs même des ETI avec PGE hein, qui commencent à grincer. Europcar, 220 millions d'euros de PGE, malheureusement, mais là c'est parce que c'est l'activité qui ne repart pas, donc comment voulez-vous faire ? Beneteau, 120 millions d'euros de PGE avec une restructuration sociale annoncée qui est quand même extrêmement forte. Donc aujourd'hui, on a déjà ces sujets-là. Alors après, je rejoins totalement ce que disait Virginie. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi ? Prévention, prévention, prévention. Le chef d'entreprise ne doit pas rester seul face à ces difficultés. Il faut pousser la porte des tribunaux. Il faut aller vers la prévention. Et là, juste 2 points. Encore faut-il qu'on préserve cette prévention. C'est-à-dire que la confidentialité, elle doit être préservée. Aujourd'hui, ce n'est pas évident dans les dossiers. Mais si on n'arrive pas à préserver cette confidentialité, on risque d'avoir de gros problèmes et ça risque de tuer la prévention. Deuxièmement, il faut que... C'est une alchimie complexe, la prévention. C'est-à-dire que tous les acteurs doivent faire des efforts proportionnés. Et certains ne doivent pas en profiter pour bafouer des positions de place qui sont pourtant anciennes sur la prévention, qui préservent la prévention et qui pourraient, encore une fois, la tuer. Dernièrement là-dessus, on a un texte qui a été amélioré sur la prévention. On a des armes aujourd'hui en prévention qu'on n'avait pas. Alors il faut les manier avec précaution. C'est quoi ? C'est la suspension et l'interdiction des poursuites, etc. Il faut manier ça avec une grande précaution, parce qu'il ne faut pas sortir du cadre amiable. Néanmoins, c'est un peu comme la SFA à l'époque, c'est la menace d'avoir recours à cette mesure qui peut être effectivement très utile. Et dernièrement, attention quand même à la prévention, attention à l'acharnement en prévention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la prévention dure trop longtemps. Et il faut qu'elle ait véritablement un sens. Parce que si c'est pour consommer encore 5 mois de cash et se retrouver après à devoir déposer le bilan sans pouvoir faire de période d'observation, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, ça ne sert à rien. Il vaut mieux un bon redressement judiciaire engagé dans les temps, avec une vraie restructuration, qu'une prévention qui dure et qui ne sert pas à grand-chose. Mais bon, c'est quand même ça l'essentiel aujourd'hui, c'est la prévention, aller vers la prévention. Les initiatives du gouvernement, signaux faibles évidemment, c'est bienvenu. Il y a Flash aussi, qui a été lancé par Dupond-Moretti, avec le président Lelièvre en plus à sa tête. On a beaucoup d'espoir sur cette mission aussi, et c'est tout à fait important. Merci beaucoup Laurent. Virginie, je voudrais juste revenir sur les financements, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé. Il y a eu beaucoup de médiations du crédit. Sur les médiations du crédit, il y a eu beaucoup de médiations qui sont terminées par des refus. Ce n'était pas en soi une mauvaise chose, parce que derrière ces refus, il y avait capacité d'aller chercher des avances remboursables. Et il ne faut pas oublier que pour les PME, le fait de ne pas avoir eu leur PGE, derrière, il y avait d'autres mesures qui étaient possibles, et que la médiation du crédit a permis, parce que la médiation se terminait par un refus, d'aller chercher des avances remboursables. Il ne faut juste pas oublier ça, et c'est encore d'actualité pour les mois qui viennent. Merci Benoît pour cette petite parenthèse aparté. Alors Virginie, je voudrais que vous réagissiez sur le sujet de la prévention que vient de porter Laurent là, sur la tribune, à la fois sa préservation et puis le développement d'autres initiatives comme Signofiable et Flash. Allez-y, en tant que présidente de l'ARE, vous partagez avec nous votre point de vue. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on a un énorme problème avec la prévention aujourd'hui. Comme disait Laurent, c'est la confidentialité. J'en parlais il y a très peu de temps avec une amie banquière. Je suis très inquiète, moi, quand les entreprises viennent me voir aujourd'hui, leur garantir la confidentialité, je ne sais plus le faire. Et pour moi, le seul moyen, je ne vois pas comment m'acharner sur la confidentialité, le seul moyen que j'ai, c'est de faire changer les mentalités par rapport à ces mesures de prévention. Je pense qu'il est temps pour les entreprises de comprendre que lorsque leurs fournisseurs font l'objet de mesures de prévention et que ça se sait, eh bien, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est un outil. Alors évidemment, on va se battre pour que la confidentialité soit maintenue. Il faut faire
évoluer les mentalités au sein des banques. Il y a probablement des choses à faire à un niveau plus international, plus européen. Je pense à ces problématiques de réglementation, de ratio. Mais il est important de faire évoluer les mentalités sur l'attractivité de la prévention. On a des chefs d'entreprise qui viennent nous voir, qui sont attentistes. Alors, on fait jouer la médiation des entreprises, la médiation du crédit. Mais je ne voudrais pas qu'ils attendent d'avoir consommé l'intégralité de leur PGE avant d'agir avec les tribunaux de commerce. Moi, j'ai juste une remarque sur la fin de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, le PGE nous a été annoncé comme un outil qui permettait d'étaler dans le temps, et c'est ce qu'on a dit, et c'est vrai, ça permet d'étaler les dossiers. Il y a une volonté d'anesthésie du malade, et le malade est anesthésié, et petit à petit, les dossiers vont être traités. Je pense que, au-delà des remarques que vous avez faites l'un et l'autre, qui sont exactes sur la confidentialité, les problématiques, etc., je pense que notre pays a une culture assez performante en matière de prévention, et en termes de variété des intervenants qui peuvent y venir. On est quand même richement doté alors je ne veux pas faire du plaidoyer pro bono pour les avocats, mais en avocat, en consultant, je pense qu'on est assez richement doté, qu'on a une culture, qu'on sait le faire, même s'il y a des écarts, etc., et que la confidentialité est la base même du traitement du dossier. J'ai plus de doutes sur la sortie de prévention quand elle passe par le tribunal, en termes de capacité de traitement, et de savoir-faire de traitement. Parce qu'on a aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y avait des gros dossiers qui arrivaient, allez, il y avait 3-4 gros dossiers par an, grand maximum. Aujourd'hui, des gros dossiers qui vont arriver, des grosses ETI, ça va être légion. Alors, le traitement, qui n'est plus de la prévention, qui est du judiciaire, de la procédure collective, tel qu'il est fait dans les tribunaux, on se retrouve avec des gens qui n'ont traité ces bénévoles qui font un travail remarquable, qui n'ont traité que des petites PME très souvent. Généralement, c'est quand même une myriade de dossiers qui ne sont pas du tout au niveau de complexité financière, et Dieu sait si aujourd'hui les produits peuvent être excessivement sophistiqués. Et j'ai un petit doute sur la capacité quantitative et qualitative de traitement et de compréhension de ces dossiers. Et pour le moment, je ne vois pas grand monde qui propose des renforts, des améliorations de la chose. On est très heureux de notre système, on l'a dit d'ailleurs à l'instant. On est très heureux de notre système, oui, mais en fait, il risque de se faire déborder quand même dans 6 mois, 12 mois, 18 mois. Donc, une petite réflexion collective, je pense, à avoir. Donc, sonnette d'alarme sur Je pense qu'on va être engorgé. Sur cet éventuel engorgement. Cédric. Non, mais avec les Thierry, avec les TCS, pardon, je crois qu'on y répond. On a quand même, je crois, ces 13 TCS qui regroupent les tribunaux spécialisés. Tribunaux spécialisés par grande région. Moi, je pense que le PGE, ça a été de la prévention massive. Et ça nous laisse du temps pour tous les professionnels et les tribunaux de commerce pour nous organiser. Juste un point qui est fondamental, et Virginie a commencé à l'aborder, et on a plusieurs cas ensemble autour de la table. La confidentialité, pourquoi c'est clé? Parce qu'on ne pourra jamais, État ou banque, remplacer les effets dévastateurs de sortie des assureurs crédits. Et lorsque l'on tombe dans des dossiers où on a des banquiers qui fournissent des informations aux assureurs crédits quand on est en pleine prévention, c'est extrêmement grave. Donc, je n'attaque pas les banquiers en direct, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument que la confidentialité soit respectée par tous. Et il faut absolument que les assureurs crédits, tant qu'il n'y a pas d'alerte, s'il y a des alertes significatives, il n'y a pas de problème pour qu'ils s'en aillent, puisqu'effectivement, les assureurs crédits ont un ratio de fonds propres qui est extrêmement faible. C'est en quelques pourcents pour 1000, et on n'est pas en dizaines ou plusieurs dizaines de pourcents pour les banques. Donc elles sont incapables d'encaisser un choc systémique. Mais il ne faut pas non plus qu'on soit à la source de la naissance de ce choc systémique en faisant peur. Donc en prévention, comme l'a dit Virginie, on est capable de traiter en prévention avec les banques autour de la table, avec l'État, avec l'ADIR, avec le CIRI, avec le FDES, etc. Mais si on rentre dans une panique telle qu'on fait peur aux assureurs crédits et qu'ils se retirent massivement, on n'aura jamais assez d'argent pour remplacer le crédit interentreprise qui est quelque part quantifié et qualifié par les assureurs crédits. Donc on sait qu'il y a eu CAP, CAP+, CAP Performance, etc. On sait très bien qu'à Bercy, le CIRI, il a dit on fait le maximum avec les assureurs crédits, sauf que les assureurs crédits ne sont pas co-contractants avec l'entreprise. Donc à un moment donné, on n'a pas de levier sur les assureurs crédits. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut être en confiance avec les assureurs crédits dans le cadre de la prévention.
Il y a certaines techniques très agressives qui permettent de les garder on board, mais c'est comme c'est agressif, on ne peut pas le reproduire sur un nombre important de dossiers, mais la confidentialité doit être déjà maintenue à ce premier endroit. Alors, je vous remercie beaucoup pour tous les petits cailloux là, que vous avez posés sur notre chemin de réflexion. On va essayer de réangler un peu notre conversation et de revenir sur un certain nombre de sujets, peut-être pour les développer, que vous avez évoqués dans les dernières minutes. Virginie, une question que j'avais pour vous. Est-ce qu'on doit déduire, entre guillemets, de ce que vous avez dit, aussi que les clients s'éloignent de la prévention parce qu'ils ne veulent pas tomber dans les mains des affaires spéciales des banques? Oui, complètement. Le souhait, enfin, en tout cas, les clients aujourd'hui réfléchissent et travaillent avant l'ouverture des mesures de prévention. Et c'est seulement quand on est suffisamment avancé ou bien quand on rencontre un vrai gros blocage et qu'on a besoin notamment des pouvoirs publics, que l'on rentre dans des préventions. Quelque part, on se retrouve aujourd'hui, notamment, je pense à des groupes qui doivent se couper une jambe pour maintenir le reste, des spin-offs. Je pense à ces groupes qui préparent tout en amont et qui viennent nous voir en disant maintenant j'ai besoin de sécuriser tout cela, et on se retrouve avec des dossiers dans lesquels on vient plus pour sécuriser l'opération que pour bénéficier des services des tiers expérimentés. Donc j'ai vraiment une crainte, c'est que la prévention aujourd'hui, si on ne fait pas quelque chose, devienne plus une chambre d'enregistrement qu'autre chose, sauf pour quelques gros dossiers où bien évidemment c'est utile. Très bien. Laurent, vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous observez faites le même constat dans votre flux d'activité? Oui, exactement les mêmes remarques. On n'a pas de levier à l'égard des assureurs crédits, et ça c'est très compliqué. Donc là-dessus, Cédric parle d'or et complètement d'accord avec Virginie. Il y a effectivement cette réticence et il ne faut pas que ça devienne une simple chambre d'enregistrement. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les tribunaux joueront le jeu parce que les tribunaux n'ont pas vocation à être instrumentalisés, encore moins les administrateurs judiciaires. Bien, alors dans les autres sujets que vous avez égrenés tout à l'heure, je crois que c'est Benoît et Thierry qui en ont parlé à plusieurs reprises, mais très rapidement, on va s'arrêter dessus, les durées des périodes d'observation très courtes, des offres de reprise qui se font en des temps records. Est-ce que vous voulez bien qu'on creuse ce sujet avec vous, Laurent, pour commencer, et puis avec vos comparses ensuite? Oui, c'est effectivement la typologie de dossier auquel on risque d'être confronté dans les prochains mois. C'est qu'effectivement, en année normale, on a 50 000 entreprises procédures collectives dans l'année. Quand on est rentré dans la période, la COFAS avait dit qu'il y en aura 15% de plus cette année. Donc on risque d'être autour des 60 000, etc. Et donc, avec des dossiers où, effectivement, on l'a vu ces derniers temps, sur les gros dossiers, on n'a pas le temps de financer une période d'observation. Et donc, il faut aller vite. Donc, les tribunaux, dans les prochains mois, face à cette vague, si elle arrive, ils vont avoir le réflexe de privilégier les solutions rapides, donc les prépacs, sessions ou prépacs plans type SFA, etc. Et surtout les solutions qui vont préserver l'emploi. Donc, on va aller vers beaucoup de plans de cession. De toute façon. Et là, juste une remarque sur quelque chose qui a défrayé pas mal la chronique cet été, c'est la reprise par soi-même. Qui était par le dirigeant, voilà, ou l'actuel actionnaire. Dans les dispositions Covid. Et bizarrement, ça ne fait pas partie des mesures dont on a imaginé la prorogation dans le projet d'amendement qui est sur la table. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, pourquoi? Parce que, on a besoin de le faire dans les dossiers où on a zéro autre solution. Deux, ce qu'avait mis en place le législateur pour le dispositif Covid, ce n'était pas open bar Nutella, c'était juste une facilitation procédurale pour y arriver. C'est-à-dire qu'en gros, on n'était plus obligé de passer par le proc qui devait faire une requête, on pouvait faire directement la requête devant le tribunal. J'ai regardé donc dans les dossiers de cet été, là, ça a été accepté dans pas mal de dossiers. Je voulais juste les citer parce que c'est quand même intéressant. Alinéa, donc c'est l'actionnaire qui reprend et il est le seul à pouvoir le faire. Donc,
Orchestra, il y avait 2 offres, mais c'est quand même le management qui l'a emporté. New 10, c'est effectivement le management qui l'a emporté. Les refus, ça a été dans Camaïeu, dans BVA, mais le parquet a fait appel, donc on s'est reporté, et on attend la décision Fildar. D'accord ? Donc c'est assez controversé. Effectivement, ce qu'on se dit, c'est que c'est pas très moral que celui qui a amené l'entreprise là puisse la reprendre, en plus sans dette, etc. Mais c'est un dispositif qui doit être maintenu, qui doit être très encadré, mais qui doit être maintenu. Les principes d'encadrement, c'est simple. D'abord, il faut être sûr qu'un plan de continuation ne puisse pas passer, c'est évident. On ne va pas permettre aux dirigeants d'aller faire une reprise en plan de cession si un plan de continuation est possible. Donc il doit démontrer que le plan de continuation n'est manifestement pas possible. Et 2, je pense que ça devrait être réservé aux dossiers où il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire il n'y a pas d'offre concurrente. Et c'est la seule solution. Et si elle est vraiment mieux-disante en termes d'emploi, c'est-à-dire que le texte prévoit qu'elle doit être mieux-disante en termes d'emploi, il faut juste bien le vérifier. Il n'y a pas de problème moral à ça. De toute façon, le parquet est toujours parti, et la preuve, il peut faire appel. Et il ne se prive pas de faire appel quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est un outil qu'on nous rend un peu plus compliqué à l'avenir, d'après ce qui est prévu dans les projets, et c'est dommage. Tout ça pour dire que la vague, on a quand même les moyens aujourd'hui, grâce aux dispositifs qui existent, on a quand même des moyens pour essayer de faire mieux, quoi. Je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas si elle aura lieu, mais en tout cas, on a les moyens de faire mieux. Après, quand elle arrivera, c'est simple, c'est le rétro-planning qu'a fait Benoît. On a les 45 jours après le 23 août, donc mi-octobre, on va bien voir. 2, fin septembre, c'était la fin des moratoires sur les crédits, vous savez, dont on a repoussé les échéances. Mais là, on a déjà la solution. Pourquoi ? Parce que et les pouvoirs publics et les banques ont dit, de toute façon, on va faire du cas par cas. On va pas faire dans la brutalité. Donc, on va, à mon avis, aménager ces remboursements. Pareil pour l'URSSAF. Et les créances fiscales, il va bien falloir, on ne va plus pouvoir les décaler, mais là aussi on va faire des moratoires. Donc c'est plutôt juin 2021, enfin mai-juin 2021. Pourquoi ? Parce que là il va falloir commencer à amortir le remboursement des PGE, commencer à amortir le remboursement des moratoires fiscaux et sociaux. Donc c'est là qu'on verra si effectivement ça résiste ou pas. Bien, merci beaucoup Laurent. Thierry, ouais. Juste, je compléterai ta liste d'un élément. Camaïeu, c'est un argument qui a été utilisé, mais accessoirement, l'offre qui était faite n'était pas par les gens qui avaient détenu la boîte pendant 10 ans et l'avaient mise dans le mur, mais c'était juste le créancier qui avait exercé les titres 8 mois plus tôt et qui était depuis 8 mois dans le siège. C'est donc c'était un petit détournement dessus. Tu as oublié dans ta liste un dossier que nous avons eu tous les deux, Virginie, qui s'appelle Arcadie. Ce sont des abattoirs dans le sud-ouest. Et là où c'est intéressant parce que le détenteur précédent a eu la possibilité de reprendre une partie. C'est-à-dire que Bigard a pris la majorité et l'ancien actionnaire a repris une partie. Donc c'est une sophistication. Et c'est une façon un peu plus sophistiquée de le faire et qui est élargie. Et je pense effectivement que c'est un bon véhicule. Je voudrais juste revenir une seconde sur l'assurance crédit parce que généralement on m'accuse de leur taper dessus et faire l'avocat du diable un petit peu. On n'a pas la culture de l'assurance crédit en France. Pourtant, c'est dommage, c'est le premier banquier de France. De mémoire, je crois que le crédit interentreprise, c'est 700 milliards. C'est le premier banquier de France. Et le réflexe en France, quand on a fait le PGE, on a fait un PGE qui en gros était là pour se substituer à plein de choses, et notamment aux crédits fournisseurs qui pouvaient disparaître, etc. Mais on a réservé assez peu sur les dispositifs que tu citais, Cédric, CAP, CAP+, CAP Export, etc. Il y avait assez peu. Les Allemands ont mis à peu près autant d'argent que nous sur la table. Ils ont réparti 50-50 entre le crédit aux entreprises et le crédit interentreprise. C'est-à-dire sur l'assurance crédit. Ils ont une culture totalement différente. Alors évidemment, Euler est plutôt allemand que français, donc il est possible que Euler ait plus pesé sur les décisions du ministère des Finances allemand que le ministère des Finances français. Mais c'est quand même à souligner. Les Allemands ont orienté différemment cet effort. Alors on les a accusés de déguerpir, et c'est vrai, premier réflexe, ils ont déguerpi. Mais on ne peut pas reprocher non plus à un assureur crédit qui n'est pas parti au contrat, de refuser de rentrer à une table où il n'a que à perdre. Parce qu'on lui demande d'en mettre plus sur la table et on ne lui donne rien en compensation. Bon, comme moi, on ferait pareil. Donc, les petits points positifs, tout ça pour arriver sur 2 petits points positifs. D'abord, la DGE a réagi, a convoqué tout le monde et a demandé un standstill qui dure jusqu'à la fin décembre.
Donc les problématiques de retrait sauvage ont été largement limitées. Elle a été réglementée sur beaucoup de sujets. En gros, les cas franco-français ont tous été résolus et reportés à fin décembre. Évidemment, les cas qui impliquent des sociétés étrangères dans lesquelles vous n'êtes pas sûr du support de l'État à une des parties prenantes peut être plus difficile. Mais grosso modo, il y a 80% qui ont été repoussés. Et aujourd'hui, pas plus tard que cet après-midi à 14h30, c'est une petite publicité pour Virginie, elle n'osera pas le faire. Il y a une délégation de l'ARE qui est auprès de la direction des assurances, Lionel Corr, si vous vous rappelez de lui, qui nous a demandé d'intervenir dans la discussion, de monter des idées, des appels terrain, des témoignages terrain, pour réfléchir à des dispositifs où on pourrait inviter et enrichir ce système et renforcer ce système d'assurance-crédit, qui, c'est pas la peine de leur taper dessus sans arrêt. Ils ont pour le moment la protection ultime, ils ne sont pas obligés de venir et ils sont totalement essentiels. Donc il faut faire avec. Il va falloir faire avec et trouver, et donc il faut travailler dessus. Je tenais à le dire quand même parce que dans l'ombre, il y a quand même, et c'est encore une bravo à nos gouvernants sur le sujet, ils sont mobilisés véritablement. Merci beaucoup Thierry. Alors Benoît, je vous repasserai la parole dans un instant, peut-être pour qu'on poursuive sur le sujet de l'assurance crédit si vous le voulez. Mais Cédric, peut-être pour vous entendre, vous, pour le coup, sur le propos développé tout à l'heure par Laurent, sur la reprise par le dirigeant ou l'actuel actionnaire, sur la durée des périodes d'observation, des plans de cession, de la typologie et de la dynamique un peu de ces typologies de dossiers. Ce qu'on a vu, c'est qu'on avait des tribunaux de commerce, des TCS qui avaient une position assez dogmatique, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas en entendre parler, d'autres qui étaient assez ouverts. Je pense qu'il faut faire évoluer le concept, Laurent a parfaitement raison. Il faut le réserver quand il n'y a pas d'autres plans viables possibles, notamment plan de continuation. Et après, il faut s'assurer, il faut essayer d'en avoir plusieurs. S'il n'en reste plus qu'un ancien actionnaire, dirigeant, parce qu'on parle actionnaire, mais ça peut être / dirigeant, et qu'il a un bon plan qui permet d'y arriver, il ne faut juste pas que ça finisse non plus en acharnement thérapeutique comme en prévention. Voilà, donc ce qui est un peu dommage, c'est que certains tribunaux aient une position dogmatique contre ça. Je ne suis pas sûr que des créanciers qui ont pris le capital et qui ont déjà beaucoup perdu soient forcément les meilleurs repreneurs. À l'inverse, sur le dossier Alinéa, parce qu'on a travaillé dessus, c'était les seuls repreneurs. C'est un groupe familial qui avait déjà mis énormément d'argent et qui avait franchement un très bon plan. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que parfois l'ancien actionnaire peut reprendre sur un périmètre plus petit. Et ce qu'on a fait sur Alinéa, c'est qu'il y a eu un complément sur les autres sites d'exploitation qui n'étaient pas repris, ont été repris par d'autres repreneurs. Donc il y a peut-être un mécano à faire donc, dans la loi ou dans le projet qui est peut-être de cerner un peu plus ces reprises par l'ancien actionnaire dirigeant et encourager le mécano sur la reprise d'autres parties du périmètre. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faudrait peut-être avoir une directive qui permette d'éviter le dogme dans certains TCS. Merci Cédric. Benoît, vous vouliez dire un mot sur la positionnement entre guillemets des assureurs crédit ? Moi, ce que je constate, c'est que depuis le début de la crise, les créances interentreprises sont toutes réglées. Nous, on est des spécialistes, entre guillemets, de la DAI. On a 0 casse. Ça veut dire que les gens payent pour le moment. Donc, sur l'essentiel, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet de crédit interentreprise. Ça, c'est ce que je peux constater. Après, je voudrais dire quelque chose, rebondir sur ce que dit Virginie, les affaires spéciales des banques et la prévention. Et ça, c'est un message que je voudrais adresser aux chefs d'entreprise. Attendez pas d'être aux affaires spéciales pour faire de la prévention, parce que c'est trop tard. Vous êtes déjà aux affaires spéciales, donc vous avez une relation avec la banque qui n'est pas la bonne. Donc, tout l'enjeu de la prévention pour moi, aujourd'hui, c'est posez-vous, regardez si vous avez les capacités ou pas de passer la crise. Si vous n'avez pas les capacités, allez voir le président du tribunal de commerce, allez discuter tranquillement avec des professionnels, allez voir des cabinets du chiffre, faites votre diagnostic, prévoyez, et ensuite, la prévention se passera mieux parce que vous arriverez auprès des affaires spéciales avec déjà une réflexion prévue, argumentée, charpentée. Sinon, vous vous retrouvez effectivement souvent face à des rouleaux compresseurs.
Merci beaucoup. Alors peut-être que là on peut réfléchir dans les... il nous reste à peu près une vingtaine de minutes avant qu'on clôture cette table ronde. On prendra des questions de la salle s'il y en a. On vous y encourage. On vous encourage aussi, vous qui nous regardez en séance virtuelle, à poser des questions à nos panélistes. Peut-être là le cœur du réacteur de la discussion qu'on va avoir maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous anticipez qui se passe dans les mois à venir quand tous les dispositifs là vont probablement être interrompus ou peut-être ne seront peut-être plus aussi massifs que ce qu'ils étaient auparavant. Je retiens ce que dit la ministre dans sa vidéo. Elle dit en gros, jusqu'à présent, on a adressé une réponse de masse. Demain, on aura une réponse un peu moins massive et un peu de coups humains. Donc, qu'est-ce que vous anticipez concrètement? Qu'est-ce qui vous remonte aussi du terrain sur ce fameux remboursement des PGE? C'est pas un don, les entreprises vont devoir les rembourser. Il va falloir qu'elles aient du cash additionnel, comme le disait, je crois, Thierry tout à l'heure, pour pouvoir honorer ces remboursements. Voilà, faisons un peu de prospective sur comment se dessinent, selon vous, les mois à venir. Cédric? Première innovation qu'on pourrait probablement lancer à l'ARE, puisqu'on commence à avoir un vecteur qui pousse vraiment très fort. Je vous invite d'ailleurs, il y a eu un think tank de l'ARE qui a beaucoup réfléchi sur ces sujets. Et tous les éléments se trouvent sur le site de l'ARE, Virginie, je pense. La première des choses, c'est que je pense que le PGE, comme on en a, les banques en ont consenti 150 milliards ou 120 milliards sur 300. Aujourd'hui, ça va être un sujet pour passer en cash, mais à un moment donné, il faut arrêter. Si l'entreprise n'arrive pas à passer, probablement que l'autre partie de l'enveloppe du PGE qui n'a pas été utilisée, il faudrait le destiner à de l'investissement pour les entreprises. Ça, c'est le premier point, c'est qu'une fois qu'on est passé en cash, il faut continuer à investir. Or, les entreprises serrées en cash arrêtent d'investir. Si elles arrêtent d'investir, on sait qu'on en a les conséquences entre 2 ans et 5 ans après, et on a des accidents. La deuxième des choses, c'est qu'il va falloir, et vous avez plusieurs présidents de syndicats professionnels industriels qui appellent, il va probablement falloir que le gouvernement travaille sur un rescheduling massif de l'ensemble des dettes des entreprises. Alors sur les grosses, elles seront traitées. Je pense beaucoup plus aux PME ou TPE et TPI qui seront incapables de rembourser leurs anciens crédits, qui auront besoin d'investir et qui devront rembourser leurs prêts à tout ou les aides qu'elles ont eues, plus le passif fiscal et social. Parce qu'on va avoir au 31 décembre, une fin d'année, des comptes qui vont sortir. Je vous rappelle qu'en plus, les seuils pour les commissariats aux comptes ont été largement augmentés, ce vers quoi on s'était toujours dressé, puisque du coup, la prévention qui peut être faite par les commissaires aux comptes où les experts comptables s'est retrouvé allégé, donc on risque d'avoir un peu des films qui vont mal se dérouler derrière, puisqu'on n'a plus de tiers de confiance qui puissent alerter. Et donc on va avoir, avec la publication des comptes, heureusement ça va diffuser dans le temps, mais entre début d'année où ça ne va pas passer en cash, où les entreprises ne pourront pas tout rembourser, il va bien falloir tout renégocier et imaginer des étalements en fonction des différentes natures de crédit. Et avec la sortie des comptes à partir de juin 2021, là on va avoir à nouveau des gros cercles de tension et de prévention parce que tous les tiers autour de l'entreprise qui la finance veulent avoir des comptes certifiés par des commissaires aux comptes. Et là on risque d'avoir beaucoup de commentaires, d'observations et de réserves des commissaires aux comptes sur la continuité des entreprises, puisqu'un commissaire aux comptes doit s'assurer lorsqu'il sort les comptes que l'entreprise est financée pour les 12 mois à venir. Donc je pense que ça va se diffuser fort heureusement. L'ensemble de ces événements vont se diffuser dans le temps, donc ça laissera du temps pour traiter. Mais comme les banques, aujourd'hui, je pense, n'iront plus sur des PGE complémentaires ou de manière ou de façon très rare, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, on commence à arriver au traitement de PGE qui ont, pour des montants importants, qui ont été donnés pour que les entreprises passent. On sait d'ores et déjà qu'ils ne pourront pas être remboursés. Donc il va bien falloir les traiter auprès des banques. Et en même temps, il faut que les sociétés puissent réinvestir. Virginie, pour poursuivre sur ce tour d'horizon.
Allez-y, parlez. Non, mais je suis entièrement d'accord avec Cédric et c'est d'ailleurs la conclusion de notre ministre, de trouver maintenant les remboursements vont commencer, sont censés commencer à partir de mai et maintenant l'enjeu c'est de trouver des mécanismes de renforcement des fonds propres parce que les entreprises ne pourront pas toutes rembourser. Au sein de l'ARE, on a un groupe du think tank qui réfléchit là-dessus justement. Et il y a d'autres actions ou pistes là, dans l'actualité de l'association sur lesquelles vous travaillez. Est-ce qu'il y a d'autres sujets précis d'attention? On a d'autres pistes, mais peut-être Thierry, c'est celle d'hier, on en parle, d'accord. Mais sinon, sur le think tank, Thierry est très actif, donc je pense qu'il pourra peut-être aller plus loin là-dessus. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Les entreprises françaises ont toujours eu un problème de fonds propres. Ce problème de fonds propres, il est encore plus important aujourd'hui. Donc, il y a un moment, donc l'État dit qu'il met quelques milliards sur la table, qu'avec les effets de levier, ça permettra de... Mais le problème, c'est que ça permettra aux chefs d'entreprise actionnaires d'être complètement dilués. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs d'entreprise avec la dette sont pas loin de zéro. Donc, si quelqu'un veut rentrer en fonds propres, il va expliquer à l'actionnaire que ses actions ne valent pas grand-chose. Donc il faudrait quand même qu'on cherche à trouver un mécanisme qui permette aux chefs d'entreprise actionnaires aujourd'hui de trouver des fonds propres et d'avoir un mécanisme incitatif qui lui permet à l'issue de la crise de retrouver une partie de son capital parce que sinon ils n'accepteront pas d'ouvrir leur capital. Et s'ils n'acceptent pas d'ouvrir leur capital, on va se retrouver à un moment donné dans l'impasse. Et à l'inverse, il faut aussi que le mécanisme soit suffisamment fort et incitatif pour que des fonds aient envie d'investir dans l'entreprise et que donc le dirigeant accepte aussi une certaine forme de dilution pour qu'il y ait de l'incentive aussi pour l'investisseur financier, j'entends. Oui, on est bien d'accord, mais je pense qu'il faut qu'on trouve la bonne ligne de crête. La bonne ligne de crête. Pour rebondir avec ce que disait Benoît, tous les prédécesseurs, le PGE, encore une fois, a été une invention. Moi, je ne suis pas économiste, donc moi, j'écoute ce que dit le chef. Le chef, c'est Nicolas Dufour, en matière de PGE. Il a dit, le PGE, ça se rembourse. Donc, dont acte, on va devoir les rembourser, il y a des calendriers pour ce faire. Sauf que le problème du PGE, qui est encore un bel outil, mais c'est un prêt qui est mal né. C'est un prêt qui a été... Non, un prêt, c'est fait pour créer de la richesse, normalement. Un entrepreneur prend un prêt pour investir et créer de la richesse. C'est la base du capitalisme moderne qui a été inventé au XVIIe siècle par les Anglais et les Hollandais, et qui ont réussi à dominer le monde ainsi. On emprunte, on investit, on gagne des sous, on se les répartit. Dedans, il y a le mot investir. Il y a du capitaux propre, on transforme l'emprunt en capitaux propres, etc. Là, on a des PGE qui ont été très utiles, mais ils n'ont pas été faits pour créer de la richesse, ils ont été créés pour empêcher la pauvreté. Mais ça ne va pas faire des sous pour investir. Et effectivement, tu l'as dit Benoît, le vrai sujet, c'est que nous n'avons pas la culture des capitaux propres en France. Les boîtes ont toujours été sous-investies. C'est pour ça qu'elles ont eu, pour certaines d'entre elles qui l'ont demandé, besoin de PGE. L'État a su inventer quelque chose de très intelligent. J'avoue qu'il va falloir, à mon avis, qu'il trouve encore quelque chose de très très intelligent pour permettre, non pas de le rembourser, mais de le faire évoluer, de ne pas être un remède pire que la maladie, parce que si on fait rembourser ces PGE, dans 10 ans, on est tous socialisés, il n'y a pas de problème, on est dans une économie qui aura changé. Et donc il va falloir qu'on crée quelque chose, effectivement, peut-être à base de fonds propres, peut-être que celui qui aura des fonds à investir véritablement, parce que c'est quand même aussi ça la base du système, vont peut-être pouvoir donner leur parole. Je pense que ça vaut le coup de se reposer l'histoire du serpent de mer, du fonds de retournement à la française. Et bon, on va en parler tout à l'heure avec Dominique Gaillard. Parce que ça n'existe pas, justement. Ça n'existe pas ou ça n'arrive pas à exister et c'est bien dommage parce que je pense qu'un certain nombre de nos amis, et sans aller chercher sur d'autres continents, mais de nos amis frontaliers vont pouvoir se régaler sur cette absence de fonds propres. Avant le Larsen, je disais que justement sur ce sujet de fonds de retournement à la française, on parlera tout à l'heure avec Dominique Gaillard, le président de France Invest, des initiatives pour créer ces fameux fonds de retournement, on de relance franco-français. Laurent ?
On a dit plein de choses. Non, mais très rapidement, on est dans le rétro-planning que j'indiquais tout à l'heure, effectivement, donc rendez-vous en juin 2021. De toute façon, on sera pragmatique, donc l'État va être pragmatique sur les moratoires fiscaux, sociaux, les banques seront pragmatiques, effectivement, sur l'amortissement des PGE. C'est clair, on a apporté de la liquidité, on n'a pas réglé le problème de la solvabilité qui va se poser, et là, effectivement, on l'a aggravé. Donc ça, c'est sûr qu'on aura un vrai sujet là-dessus. Mais il y a quand même aussi des dispositions dans le plan de relance qui est en prévision. La ministre en a parlé tout à l'heure, donc sur l'amélioration des prêts participatifs, des fonds propres, des modalités de conversion de créances, etc. Il y a les travaux de l'ARE, comme je n'en fais pas partie, ça me permet de les saluer, sinon ils ne le feront pas. Et juste un point, mais ça c'est pour faire plaisir à Benoît, il ne faudra pas se vendre à des Chinois en tout cas, hein, parce qu'on a vu ce que ça donne, les Chinois, dans les derniers dossiers qu'on a vus, et qui ne sont pas au rendez-vous ni de leurs engagements, ni de leurs promesses. Voilà. Alors pour mettre un peu dans le contexte la perche tendue à Laurent pour faire plaisir à Benoît, dans la préparation de cette table ronde, Benoît nous a alerté, avait mis le sujet sur la table en disant bon, bah surtout ce qu'on peut conseiller aux entreprises, c'est pas de se vendre à des Chinois, parce que sinon elles auront un vrai problème. Bah Benoît, du coup, puisque Laurent vous a tendu la perche, allez-y, saisissez-la. Je voudrais juste partager des expériences que j'ai vécues récemment et où j'ai même vu un actionnaire chinois qui était présent dans une boîte, les conseils, le management a fait l'aller-retour à Shanghai. Ils ont signé un document comme quoi les fonds devaient arriver. C'était 1 an et demi après la reprise. Ils ont déposé le bilan depuis et ils ont été repris. Il y a un autre dossier en ce moment, les Chinois ne sont pas au rendez-vous. Donc c'est pas... Baccarat, clairement, c'est le problème. NAFNAF, ça a été le problème. Et avant, on avait eu Aigle Azur où effectivement, voilà, c'était le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des engagements qui ont été pris, 0 investissement pendant toute la période, et finalement, ils jettent l'éponge. En plus, on se rend compte qu'ils sont liquidés derrière. Donc je crois que dans les dossiers de cession aujourd'hui, dans des dossiers de reprise, il faut faire très attention à l'actionnariat qui va rentrer, s'assurer que dans le plan de cession, les fonds arrivent bien, parce que les promesses sont là, la réalisation, pas toujours. Pour info, encore une fois, je ne veux pas donner l'impression que je tisse des couronnes de louanges et de lauriers sur les équipes gouvernementales actuelles, mais quand même, le monde a changé un petit peu. On a tous vu en 2009, 2010, 2011 des fleurons français se faire dépecer, racheter, dépecer, quelques années après, transférer en Chine. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que les fonds d'investissement ne seraient pas que nationaux, enfin frontaliers. Et on a tous regretté, et on a tous été impuissants. Il se trouve qu'aujourd'hui, au ministère de l'Industrie, au ministère des Finances, il y a une cellule qui s'appelle le CICE, qui a été créée en partenariat avec le MEDEF, pour justement nous demander, à nous professionnels de terrain, parce qu'eux, ils sont saisis quand ils sont saisis, ils ont l'information quand ils ont l'information, pour leur signaler les cas où il y aurait un danger de perte de savoir-faire économique crucial, de perte d'objets stratégiques, etc. Ça n'existait pas il y a 10 ans, et on a eu vraiment beaucoup de fleurons qui sont partis. Aujourd'hui, il y a l'outil, et il demande à chacun d'entre nous, c'est pour ça que j'en profite. Hier, nous avons eu à la RE une présentation du sous-directeur au CICE en charge de ces sujets, et la demande est claire, c'est que tous les administrateurs judiciaires de France connaissent le correspondant, que tous les avocats de France et de Navarre connaissent le correspondant, que tous les auditeurs, que tous les managers de transition, etc., tous les gens qui sont à la RE ou qui n'y sont pas, soient au courant et puissent téléphoner à ce numéro vert. En définitive. Bien. Je voulais donner la parole à Cédric, et puis ensuite 5 petites minutes de conclusion, 5 minutes de questions, et on clôturera. Vous allez l'aborder avec Dominique Gaillard, mais on est tous ravis de travailler pour les retraités anglo-saxons. En 2012, un peu avant 2012, avant que Emmanuel Macron quitte son ministère, on avait été interviewé à la RE par son directeur de cabinet adjoint Julien de Normandie, et on lui avait dit créer des fonds d'investissement à la française. Politiquement, c'est très compliqué, etc. Parce que retraite par répartition, double système, etc. Think tank de la RE, désolé, et puis en plus, il faudra que absolument, comme je suis responsable de l'admission, que Laurent rentre à la RE.
C'est une conclusion de la table, c'est très très important. On a beaucoup d'épargne qui a été faite pendant cette crise. Eh bien, orientons avec le gouvernement une partie de cette épargne avec un système intelligent en investissement, en capitaux propres auprès des entreprises qui en ont besoin, ETI, PME, PMI, etc. Et là, du coup, on va drainer de l'argent français, d'épargnants français pour l'économie française et on va déclencher un système totalement vertueux. Eh ben, on espère que cette crise, en tout cas, nous permettra de le faire, ce fameux fléchage de l'épargne, parce qu'on ne va pas se mentir, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle et qu'il ne se passe pas énormément de choses. Alors, sur les quelques minutes qui nous restent, je voudrais vous entendre chacun 30 secondes sur l'après, le rebond, qu'on termine un peu sur une, je sais pas, sur une note positive pour faire du positivisme, mais qu'on s'interroge aussi sur la capacité de rebond des managers et des entreprises dans l'après, quand tout ira un peu mieux pour saisir les bonnes opportunités. Cédric. Enfin, avec mes associés, ça fait juste 30 ans qu'on fait ce métier à fond. Thierry l'a dit, mais je pense qu'on peut vraiment saluer les équipes gouvernementales parce qu'ils ont réagi comme jamais. Sur 30 ans de métier dans le restructuring et de multiples crises, on n'a jamais vu une telle réaction. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on sait qu'on va avoir des vagues plus ou moins importantes qui vont se diluer dans le temps. Et ce qu'il faut, c'est que le gouvernement continue à mettre la main à la pâte et travaille dur pour lisser des outils qui permettent de traiter progressivement dans le temps toutes les difficultés qui vont arriver. Benoît. Moi, je voudrais saluer les chefs d'entreprise. Je voudrais saluer les chefs d'entreprise parce qu'ils ont eu à vivre une crise incroyable et ils ont réussi, pour la plupart d'entre eux, à mettre des modes de travail différents. Le télétravail qui a été mis en place, c'est une révolution. Et la façon de gérer et d'animer les équipes nécessite des managers différents et ils font aussi ce changement-là en même temps que la difficulté de la crise. Donc moi, je voudrais juste dire bravo. Moi, j'aimerais bien qu'on avance sur une campagne de sensibilisation des chefs d'entreprise à nos mesures de traitement des difficultés qu'ils rencontrent. Et en réalité, en dépit de tous nos efforts, aujourd'hui, on voit bien qu'on n'arrive pas à les toucher. On a des colloques, souvent entre nous, on ne réussit pas à les faire venir. Et pour moi, ça passe par les pouvoirs publics et par notamment Signaux Faibles, qui est un mécanisme de détection. Bon, mais moi, je pense que les conseils sont les mêmes que d'habitude, sauf que les crises grandissent éventuellement en intensité. Quand j'ai acheté une maison en Bretagne, je vais filer dans la métaphore marine. 1, couper le bois mort et le jeter par-dessus bord. 2, préserver l'outil matériel et humain, surtout humain en ce moment. Pister les brises intéressantes pour naviguer dessus, mais surtout éviter les coups de barre trop abrupts dans les effets de mode. Attention à ne pas avaler un poisson malade, ça va être très tentant de pêcher n'importe quoi et de l'avaler directement. Et enfin, plaidoyer pro domo, recourir à des marins aguerris qui ont déjà connu des tempêtes. Oh, le fil était un peu gros à la fin, on adore. Laurent, dernier mot. Ils ont tout dit, donc effectivement... Non, mais avec vos mots à vous, on veut l'entendre. L'essentiel, c'est le chef d'entreprise. C'est sur lui que tout repose. Et effectivement, c'est lui qui est à la barre. Il ne faut pas qu'il reste seul. Aujourd'hui, on a les bons outils, franchement, que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau gouvernemental. Il y a les bons outils. On parlait tout à l'heure des avances, etc. C'est effectivement les avances sur commande. Tout ça, on a les bons outils. On a les bons intervenants. C'est-à-dire que au CIRI, dans l'administration, on a les gens de haut niveau, évidemment au tribunal de commerce aussi, les administrateurs de bon niveau, etc. Donc le chef d'entreprise, il ne doit pas rester seul, il doit s'entourer. Il doit bien s'entourer et il ne doit pas avoir peur de pousser les bonnes portes pour traiter le sujet le plus en amont possible, mais rien d'original là-dedans. Hein. Merci beaucoup à tous. Alors, on va prendre une ou deux questions dans la salle. Ouh là là, il y a une. Alors là, ici, monsieur, vous êtes là. Ah, t'as le micro, mais je ne te vois pas, Bertrand, mais je te reconnais. Une petite question courte qui appellera une petite réponse courte. Oui, alors c'est sur la confidentialité. En tant que journaliste, on est très intéressés. Nous, on s'est tapé
Debtwire, Consolis en son temps. Est-ce que je me poserai la question éventuellement à Hélène si elle est amenée à traiter Oui, Bertrand, on avance, Bah on oui, mais avance. c'est la confidentialité. On parle en fin de compte, nous, des journalistes sur la confidentialité et la jurisprudence Consolis, Debtwire que tout le monde connaît. Est-ce que vous pensez que les assureurs crédits seraient peut-être amenés un jour, s'il y a une décision, à faire un peu plus attention, ou moins les banques? Comment le faire? Et sinon, Laurent, bravo, ne pas vendre des Chinois, ils ne sont pas au rendez-vous. Dire ça en ce moment, ici, dans un groupe qui appartient à LVMH, j'ai trouvé ça très très fort. Voilà, merci. Alors, je vous propose que nous ne nous attardions pas sur la dernière partie du commentaire, mais que nous prenions la question sur les assureurs crédits. Qui veut répondre en 30 secondes? Parce qu'on a d'autres questions qui émergent et on essaye de donner la parole aussi à nos auditeurs virtuels. Bon, Thierry, t'es le think tank assureur crédit, tout ça, tu es à la pointe. Je me suis commis d'un article avec l'équipe sur le sujet. Article qu'on aurait bien voulu mettre dans les Échos d'ailleurs. J'ai pas l'impression que les ruptures de confidentialité viennent des assureurs crédits. C'est pas là. Le problème, c'est que quand en notation bancaire, lorsqu'une des relations, l'état d'une entreprise se dégrade, vous avez une notation. Cette notation peut être disponible lorsque vous êtes un organisme financier et les assureurs crédits y ont accès. Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on traite l'accompagnement en notation bancaire d'entreprises qui sont sous tension sans que ça diffuse trop. Donc l'assureur crédit qui n'est pas co-contractant, qui n'est pas autour de la table, se dit « Ouh là là, quelle est la situation ?» Les banques restent autour, ne restent pas autour. Moi, j'ai l'occasion, par le crédit interentreprise, en maximum 60 jours de sortir. Je n'ai pas d'information, je sors. Mais il sort sur la base d'une information qu'il a, mais qui est parcellaire et qui ne lui permet pas d'avoir un jugement. Donc, quand on est en prévention, soit on décide d'avertir les assureurs crédits ou pas. Si on ne les avertit pas et qu'ils paniquent, ils sortent du dossier. Et si on les avertit et qu'ils disent « Regardez, j'ai assez d'éléments pour prendre une décision contraire et sortir », c'est vous-même qui êtes le pompier pyromane. Donc, il y a un moment donné, c'est compliqué. Dans les plus gros dossiers, il y a une technique qui marche très très bien, hein, malheureusement. Hein. Si la société, donc on fait les simulations, si elle est capable de supporter une sauvegarde, on leur dit bah, « Vous venez en prévention autour de la table ». Les banques restent, vous restez. Et si jamais vous ne restez pas, et si effectivement l'entreprise en sauvegarde peut passer, qui est comme une procédure collective, malheureusement, les assureurs crédits sont obligés de dédommager immédiatement. Et les banquiers, dans un comité de créanciers, on voit comment on peut les rembourser dans une sauvegarde. Sauf qu'on hésite à le faire, parce qu'une sauvegarde étant une procédure collective, étant pas de la prévention, c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une sauvegarde que d'une procédure de prévention. Donc il y a probablement à réfléchir, et je ne suis pas dans ce think tank-là, dans cet organe de réflexion, mais à travers les informations qui sont obligatoires, légales dans le monde bancaire, comment faire pour que ça ne diffuse pas en dehors du monde bancaire. Voilà. Je voudrais bien qu'on avance dans la mécanique des réponses pour qu'on puisse prendre une ou deux questions. Virginie, une réponse rapide sur ce point. Oui, en réalité, comme dit Cédric, le problème, c'est un problème légal. Vous avez des ratios prudentiels au sein des banques qui font que quand vous passez dans des incidents de paiement, évidemment, mais également dans des procédures préventives, ils ont des obligations, ils le déplorent eux-mêmes, qui sont des obligations notamment internes pour respecter leur ratio de décote, etc. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des assureurs crédits qui sont informés et par cette information qui tire le tapis. Donc en réalité, il faudrait influer sur la loi, et c'est au plus haut niveau puisqu'on se retrouve à Bruxelles. Allez, on avance sur peut-être une autre, il y avait une autre question, je crois, dans la salle, mais vraiment, on va raccourcir un peu le timing des réponses pour pas qu'on prenne de retard sur le reste de la table ronde. Il y a une question en bas d'une dame avec une veste rouge. Vous avez une question là ? Moi, j'avais une question et une remarque. On a parlé du dossier Arcadie, dont j'ai été le dirigeant de crise, de transition. Moi, je crois qu'il y a une chose qui me paraît très importante, c'est que lorsqu'on rentre en plan de session, il faut le préparer très en amont. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement mieux le réussir et surtout faire en sorte que les PO soient les plus courtes possibles.
En l'espèce, sur le dossier Arcadie, entre le dépôt des DCP et la décision du jugement de Montpellier, il s'est écoulé 2 mois. On a voulu même aller plus vite, mais il y avait quand même un certain nombre de contraintes. Et c'est parce que il y a toujours le risque que le business se dégrade durant cette période, et notamment que les facteurs, on n'en a pas parlé lors de cette conversation, mais les facteurs restreignent un peu les conditions de financement durant cette période-là. Donc il faut vraiment aller sur des délais très courts. Et c'est dans ces conditions-là qu'on peut sortir, je trouve, un plan de cession, je dirais pas optimal, mais véritablement idéal. Et en l'espèce, sur Arcadie, pour vous donner un exemple, sur 1000 salariés et 10 sites, on a sauvé 9 sites et 826 emplois en 2 mois. Et donc je pense que c'est parce que les tribunaux, les mandataires, les avocats nous ont tous appuyés et aidés pour avoir ce timing très serré qu'on a pu effectivement, non pas éviter la dégradation du business et permettre ces plans de cession. Ok, merci beaucoup. Donc, madame, vraiment une question hyper rapide, et c'est la dernière. Et par ailleurs, les questions qui sont remontées là de nos auditeurs virtuels sont en ligne, soit avec des éléments de réponse que vous avez apportés, ou des questions qui sont dans la salle. Donc, du coup, on avancera. Ensuite, on clôture après vous, madame. Oui, je voulais revenir sur les PGE et les prêts dont les sociétés vont être amenées à rembourser. J'ai vu passer l'idée selon laquelle l'État pourrait finalement transformer le prêt en participation au capital. Donc, n'est-ce pas un risque à la nationalisation forcée? Et deuxièmement, l'idée d'effacement de dette ne serait-elle pas précisément la solution in fine? Alors voilà, il y a une dimension un peu idéologique dans votre question, prendre position. Laurent, Cédric, vous répondez 20 secondes chacun. Ce qui va se passer, c'est que par la mécanique des provisions automatiques, systémiques auprès des banques, au 30 juin 2021, lorsqu'il y aura déjà des problèmes de remboursement sur les PGE, et au 31 décembre 2021, les banques vont être obligées de passer un niveau de provision assez important. À partir du moment où c'est passé en PNL la provision, l'année suivante, c'est quasiment 100%. Donc ce qu'il faut, c'est que ce soit dilué dans le temps pour que les banques puissent les absorber dans leur bilan. Et la vraie question à se poser, comme vous le dites, maître, c'est qu'à un moment donné, comme c'est provisionné, que c'est passé au bilan, c'est passé en perte, peut-être qu'il faut l'effacer. Alors après, comment l'encadrer? Le problème, c'est de ne pas fragiliser le système bancaire en mettant à mal et réputationnellement le bilan des banques. Laurent, rien de plus? L'État n'est que garant. C'est les banques qui sont en première ligne. Donc, parler d'effacement général, de conversion générale, le principe de conversion générale, c'est pas pour demain, heureusement. Bien, eh bien, je vous propose qu'on s'arrête. Ça me semble, ma foi, un très bon mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pour ce panel. Merci bien.